Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Mon invité Jean-Luc Alouche pour un hommage à Abbé Yehoshua, disparu il y a quelques jours. Jean-Luc Alouche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez été longtemps correspondant de Libération en Israël. Depuis quelques années, vous êtes traducteur d'un certain nombre de grands auteurs de la littérature israélienne, dont Abbé Yehoshua, auquel nous voulons rendre hommage aujourd'hui. Avraham Yehoshua d'Ibouli était une des grandes figures de la littérature israélienne. On peut dire que tous ses livres sont parus en France ? Sous bénéfice d'inventaire, je pense que oui. En tout cas, les plus grands. Moins les nouvelles du début, comme 3 jours et un enfant, etc. Mais tous ces grands romans ont été traduits. Alors, comment s'est passée votre rencontre avec lui ? Un peu par hasard. En fait, c'est Étienne Cohen-Seat, l'ancien patron des éditions Kalman Levy, qui était l'éditeur de Yehoshua, qui lui a proposé mes services parce qu'il me connaissait par ailleurs, en disant qu'il avait quelqu'un pour traduire Hesed Sfaradi. Titre déjà qui pose problème parce qu'il a double sens. La grâce espagnole et la grâce séfarade. Bon. Et que vous avez traduit par enfin que la maison d'édition a traduit l'éditeur rétrospective. Et il a eu un prix. Et du coup, je pense pas que ce soit grâce à moi. Il a eu le Médicis. Le Médicis, pardon. Étranger. Je dirais que ce travail était extrêmement compliqué parce qu'il y a plusieurs niveaux d'histoire. Des intrigues entremêlées et plusieurs niveaux d'imagination. Et Dieu sait si Avraham Yehoshua est doué d'imagination. Et donc, c'est un gros pavé. Et donc, je crois que j'ai réussi l'épreuve, puisqu'il en était content. Et de là, j'ai enchaîné vers ses autres romans parus en français. Alors, vous êtes traducteur d'un grand nombre d'ouvrages. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on entre en studio, que c'était aujourd'hui une trentaine. Est-ce que ça n'est pas plus difficile pour vous de traduire Avraham Yehoshua que les autres, dans la mesure où il y a toujours chez Yehoshua une architecture très sophistiquée et un style qui est très élaboré, on peut dire ? C'est tout à fait exact ce que vous dites, mais c'est le défi que j'aime affronter. Sans offenser quiconque, je dirais qu'un bon nombre d'auteurs israéliens, sinon la majorité, ont des intrigues relativement simples, pour ne pas dire simplistes. Il n'y a peut-être que David Grossman qui fait des efforts d'intrigue et de juxtaposition de plans différents. Avec Yehoshua, c'est totalement différent. D'abord, je crois que c'est le seul écrivain israélien qui nous embarque sur tous les continents. Il sort, je dirais, de l'enclave un peu provincialiste d'Israël, et il nous emmène en Inde, en Moldavie, en l'an 1000, en Italie. En l'an 1000 à Paris, d'ailleurs. À Paris, Rouen, etc. Que sais-je. Et donc, il y a cet aspect-là qu'au moins, il ouvre des horizons. Deuxièmement, il a une imagination débordante, pour ne pas dire échevelée. Et troisièmement, il a une manière, je dirais, assez ironique, assez sarcastique de se regarder en tant qu'auteur et ses personnages. Et par-dessus tout, et je crois que c'est la prime qui me réjouit, même quand je peine sur un passage, c'est son humour, son formidable humour. Vous dites qu'il a beaucoup plus d'humour qu'Amos Oz. C'est vrai que c'est pas très difficile. Amos Oz était très, très sérieux. Hatati pashati.
j'ai voté, mais je dois reconnaître que nos grands auteurs canoniques, Oz et Grossman, a fortiori la génération suivante, qui sont d'un sérieux abyssal. On voit que Yehoshua, au fond, se conduit face au livre comme si on lui avait donné un beau jouet qu'il a envie de démonter et de remonter. Et donc, il s'en amuse. Et il s'amuse avec tous les registres de la création littéraire. Alors, on va évacuer, pour commencer, un aspect politique qui est important et qui est intéressant. Yehoshua a été pendant longtemps un des porte-voix de la gauche israélienne, et puis tout d'un coup, un beau matin, quelque chose s'est cassé. Il a fait un virage à 180 degrés, on peut dire, en désarçonnant une partie de son public. Il s'est mis à parler d'un seul État, alors qu'il a toujours parlé de deux États. Comment vous expliquez ce revirement? Est-ce que c'est une poussée de désespoir? Est-ce que c'est une poussée de réalisme? Désespoir et réalisme, sans aucun doute. Mais je n'emploierai pas le mot de poussée, je dirais plutôt que c'est un processus, une sorte de glissade, comme un espèce de glacier qui fondrait. Cela est précédé d'ailleurs par un certain nombre de papiers que j'ai traduits pour la presse française, où Yehoshua faisait part de plus en plus de ses doutes, de ses colères, et en fait, je me demande jusqu'à aujourd'hui... On va en parler parce que c'était un homme de colère, hein, mais je me on y demande viendra. Si ce pavé dans la mare, il ne l'a pas jeté par pure provocation à l'égard de son propre camp de la gauche pacifiste, et pour voir quel effet cela aurait. Et ça n'est pas le premier de ces pavés dans la mare. Rappelez-vous celui où il s'en prenait au judaïsme nord-américain en disant qu'ils étaient des traîtres par rapport à l'entreprise sioniste. Donc, je sais pas. Nous avons eu à cette époque-là, précédent, cette rupture, en quelque sorte, dans son idéologie pacifiste, Shalom Arshav, B'Tselem, deux États pour deux peuples, etc. On avait des conversations, que ce soit à Paris ou à Tel Aviv, sur, au fond, la constatation assez dépitée, au bout d'une vie de militantisme, que rien n'y faisait. Que ça marchait pas, que ça fonctionnait pas, non, mais que ça n'aboutissait pas. Oui, mais d'abord que l'État qui était le sien, et en cela, il était, je dirais, jusqu'à la caricature, un vieux païnique. Un travailliste pur et dur, etc., qui avait rêvé d'un État et qui le voyait non seulement ne pas s'établir, mais se défaire sous ses yeux. En particulier avec l'émergence de la droite nationale religieuse et le camp des trucs. Et comme je partageais un petit peu cette vision des choses, je voyais bien qu'il cherchait. En fait, je pense que son appel à un État binational est une sorte de cri du prophète dans le désert. Mais au fond, il était, je dirais, à la fin, il était presque désespéré. Je le pense profondément. Tout en gardant cette formidable énergie, cette rage de convaincre qu'il avait. Nous avions beaucoup de polémiques où il m'accusait d'être un juif Une moitié de juifs, oui, parce qu'il disait que quiconque ne vivait pas en Israël est une moitié de juifs. Yehudi Helki. Et j'essayais... Alors, comme toujours, il était intelligent. Et il voyait bien que certains juifs très partiels valait mieux que certains juifs très partiaux d'Israël, que l'alliance d'intelligence apportée par une éducation française, par exemple, etc., et un engagement juif quand même qui prêtait pas au doute,
ça lui semblait quand même un modèle pas si mauvais que ça. Comment vous expliquez l'échec de deux de ces livres, qui sont pourtant de grands livres à mes yeux? Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Le premier, vous en avez parlé, c'est Voyage en l'an 1000. Effectivement, où le monde séfarade et le monde ashkénaze se rencontrent au tournant du millénaire. Et puis un deuxième livre qui Laissez-moi s'appelle... deviner. Oui. Monsieur Mani. Non. Le responsable des ressources humaines. J'ai lu Monsieur Mani aussi, c'est un grand livre, mais il a eu du succès. Monsieur Mani, c'est même le premier livre qui lui a fait. Mais le responsable des ressources humaines, le film a eu du succès. Le livre, vous me direz si je me trompe, n'a pas eu le succès qu'il escomptait. C'est tout à fait exact, mais là, je pense qu'on est obligé de se livrer à une psychanalyse de bazar de la psyché israélienne. Cette histoire est trop loin de lui, de son humeur quotidienne, exactement comme le voyage de l'an 1000. Dans le temps, c'est beaucoup trop loin, ça fait trop juif. Entre guillemets. Le voyage du directeur des ressources humaines, c'est pareil, c'est le cas d'une malheureuse travailleuse clandestine, etc., dont il se préoccupe de lui rendre un des derniers hommages après son décès. Et il l'accompagne jusqu'en Russie, s'occupe de sa fille. Avec encore une fois ce formidable humour, au moins de situation de Yehoshua. Je ne sais pas, je soupçonne que tant que c'est pas la situation, tant que c'est pas le conflit, tant que c'est pas les arrangements électoraux, etc., l'Israël est moyen ne se sent pas concerné. À rebours d'ailleurs de Yehoshua qui, lui, sous ses airs de chauvin, de patriote chauvin, était un universaliste absolu, d'abord francophile et francophone, italianophile jusqu'à la folie, et qui s'intéressait, lui, au monde extérieur. Dans la mesure où il parlait français, sa mère parlait français. Il a même dit un jour qu'elle ne parlait que français. Il a vécu en France avec sa femme pendant quelques temps. Est-ce qu'il surveillait vos traductions? Est-ce qu'il les relisait? Alors, de manière générale, il faut parler du martyre du traducteur de l'hébreu au français, parce que beaucoup d'Israéliens ont une tante, un beau-frère, un cousin qui baragouine le français. Donc ça, c'est la première plaie. Yehoshua s'est toujours interdit de critiquer, de me faire des remarques sur mes traductions. Alors qu'il parlait parfaitement le français, le lisait. Je l'ai entendu s'exprimer devant des publics à la perfection. Mais je lui dis, mais pourquoi tu me fais confiance? Eh bien, c'est très simple. J'ai quelqu'un qui te surveille et qui me dit si c'est bon ou c'est pas bon. Alors, je demande qui est-ce, il me dit... Yehoshua Kenaz, qui est le grand traducteur des grands classiques français, dont et d'abord, Balzac. un grand écrivain, et deuxièmement, un très grand traducteur du français en hébreu, depuis Rabelais en passant par Simon. Alors moi, je me suis senti honoré d'avoir en quelque sorte comme Mashgiach Kashrut quelqu'un comme Knaz. Et donc voilà, hélas, sa fin a été horrible. Oui, alors on en parlera tout à l'heure. Question de Steve. Shlomo recevait à ce micro il y a quelques semaines le traducteur anglophone d'Amos Oz, Nicolas Delange, et il nous racontait qu'à l'étranger, c'était sa traduction qui faisait référence plutôt que l'original en hébreu. Est-ce que c'est également le cas pour Aleph Bet Yehoshua? C'est également ça pour tous les auteurs hébreux traduits en anglais. Et en général, ils sont traduits en anglais avant le français. Sauf que moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Et donc, quand mes éditeurs
me disent « Ah, mais la version anglaise dit ça et pas vous ». Je relis la version anglaise. Dans 90% des cas, eux font des fautes. Comme nous faisons tous des fautes. Hein. Faut pas... Donc j'ai habitué mes éditeurs à accepter ma version, quitte à ce qu'ils vérifient avec l'anglais et qu'on discute, mais c'est pas un préalable pour moi. Alors, vous parliez de Kenaz. Comment dire, on évoque toujours deux trios. Il y a un trio littéraire qui correspond à Oz, Yehoshua et Kenaz, et un deuxième trio qui est plus politique, c'est Oz, Yehoshua, Grossman. Et ces deux triangles, ils se côtoient, ils interfèrent l'un dans l'autre. Vous voulez dire intellectuellement ? Intellectuellement et politiquement. Alors, à la réserve près de Knaz, qui ne me semble pas quelqu'un de très engagé, à l'exception de Oz, Grossman et Yehoshua, qui ont prolongé jusqu'à plus soif la littérature engagée de Saint-Germain-des-Prés. Donc ce trio politique, évidemment, il était incestueux, si j'ose dire. Ils réagissaient tous de la même manière. Je dirais que jusqu'à la fin, c'est sans doute Yehoshua qui s'est montré le plus ardent, le plus entreprenant et le plus paradoxal, confère le fait qu'il ait prôné l'État binational. D'un point de vue littéraire, je ne suis pas sûr qu'il faille éliminer Yehoshua de la Sainte Trinité. En fait, il faudrait trouver un saint quatuor de la littérature israélienne. Vous êtes, Jean-Luc Alouche, traducteur aussi de la jeune génération d'écrivains. On a parlé avec vous ici même, on a reçu Eshkol Nevo, qui était un garçon très doué, que vous avez fait découvrir en France. Est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée maintenant que toute cette ancienne génération est en train de partir? Ou elle est partie même? Si vous voulez, à mes yeux, il n'y a pas de relève pour Albert Camus dans la littérature française. Je crois que la relève dans la littérature israélienne est plus aléatoire. Et c'est normal. Eux, Knaz, et avant eux, Shabtai, Yizhar, etc., appartiennent à ce qu'on appelle Dor à Médina, la génération qui a vu la fondation de l'État avec ses combats, ses réussites et ses échecs. La génération d'aujourd'hui, les Shalev, les Serouya Shalev, Meir et Serouya Shalev, Edgar Keret, Orly Castelblum et d'autres, un peu à l'instant. Saïd Kachwa, que vous avez traduit aussi. Alors Saïd Kachwa est un cas à part. Enfin, il fait partie il ne fait plus partie. Saïd Kachwa. Oui, parce qu'il est allé aux États-Unis. Et il est allé pour des raisons très précises qui tiennent au malaise ressenti par rapport à son identité arabo-palestinienne. Bon, mais je finis. La jeune génération se ressemble davantage sur ses problèmes internes. Rapport entre les sexes, rapport dans le couple, rapport avec les enfants. La génération de la grande épopée est finie. Alors, disons un mot du tunnel, parce que c'est un de ces derniers livres que vous avez traduit, qui parlait de la vieillesse et de la mort, et il en parlait beaucoup lui-même les dernières années. Se préparer à ça. En fait, tout part de la mort d'Ika, son épouse, avec laquelle il avait une relation fusionnelle, absolument. Et ça n'est pas de la littérature, parce qu'il faut les avoir vus ensemble. Absolument. Voilà.
Donc à partir de là, son déclin a commencé. Il a commencé à me dire, j'ai plus envie de vivre, etc. Tout en continuant à créer, écrire, ce qui est quand même assez extraordinaire. Comment dire? Je suis assez ému. Bref, ces dernières années, il a balancé entre la volonté d'en finir, physiquement, je veux mourir, et celle d'avoir chaque jour un projet de plus. Puisque depuis Amin Hara, il a sorti un livre dont je voudrais qu'on parle aussi. C'est le troisième temple, voilà. qui est un roman court, sous forme de dialogue entre... C'est une espèce de pochade, vous serez d'accord avec ça? C'est une pochade, dans la même mesure que La fille unique, qui est la matrice du troisième temple, qui vient de sortir chez Grasset, l'histoire de cette jeune fille de parents italiens très riches, etc., blackboulée entre deux identités, juive, catholique, etc. Et en prise avec un rabbin, constantinois, je crois. Non, tunisien. Tunisien. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est presque la même chose. C'est pas grave. C'est Mais c'est le monde rabbinique aussi c'est assez inattendu chez lui d'évoquer, de mettre en avant le monde rabbinique, enfin, c'est en même temps décrit avec un peu de cruauté, hein. On en a souvent discuté, parce qu'il connaît mon arrière-front. Je lui ai expliqué ce que c'est que d'être un juif séfarade, né en Algérie, grandi dans la tradition la plus presque rigoriste, et en même temps très tributaire de l'éducation qu'il a reçue par la France. C'est un type de gens qui l'intriguait, ces intellectuels séfarades. Deuxièmement, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a un contexte familial extrêmement traditionnel. Par son père, ma famille originaire de Salonique, par sa mère, venue du Maroc. Et même, on a découvert très récemment qu'une partie de son arbre généalogique remonte à Rabbi Yehoshua Ayash d'Alger, donc qui est venu s'installer en Israël au XIXe siècle. Donc et ça l'intéresse. Contrairement, alors pour Oz, je pense que Oz, qui a reçu une éducation religieuse, avait une certaine connaissance et sans doute même un arrière-goût. Après tout, tous les deux ont grandi à Kerem Abraham, à Jérusalem, à quelques quartiers de distance. À une encablure de Macharim. Et donc, mais de l'autre, il était aussi un être extrêmement idéologique. C'est-à-dire qu'il s'est choisi une voie. Seul le judaïsme séculier sauvera l'entreprise israélienne et non pas le judaïsme religieux. Alors voilà, ça c'est... on n'a pas parlé de son caractère, pas suffisamment à mon goût. Il pouvait être assez violent. Et on a rappelé ce mot, un juif qui ne vit pas en Israël est une moitié de juif. C'était quand même assez brutal. Et tous ceux qui l'ont interviewé savent qu'il y a un moment où ça partait. Et ça pouvait partir... Moi je l'ai vu, à Mishkenot Sha'ananim un jour, d'un congrès, il a fait pleurer une écrivaine, une romancière américaine juive qui s'appelle Nicole Krauss, qui est une fille adorable. Elle a pleuré, tellement il l'a secouée dans le sens de dire « vous n'êtes pas assez... personne n'était assez juif à ses yeux ». Je crois qu'il est le digne héritier de la cruauté fondamentale des pionniers et des idéologues du sionisme. Rappelez tout après vous. La négation de la diaspora. Le fait que tout devait être mis
au service de la construction d'un foyer juif en Eretz Israël et le mépris absolu à l'égard des Juifs de la Gola. Si on relit un certain nombre de théoriciens du sionisme du 19e siècle et du 19e, ils traitent les Juifs de la Gola avec des caractéristiques purement antisémites. C'est pas pour rien d'ailleurs que Nietzsche a eu un tel succès parmi ces écrivains-là. Et donc lui... Pas tous, Adam. On est obligé de simplifier. Vous avez 10 secondes pour conclure là-dessus. Parce qu'on arrive au terme de l'émission. Je pense que Yehoshua restera encore longtemps, parce qu'il est ce qui s'approche le plus d'un écrivain classique. Merci Jean-Luc Alouche, traducteur de la littérature israélienne en français. Merci pour cet hommage à Abbé Yehoshua, disparu il y a quelques jours. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Bonne journée à tous.